Les humains sont fascinants dans la défaite et la victoire. J'ai rencontré les plus braves, des hommes, des femmes à des instants improbables les plus sombres de l'histoire. Certains se sont sacrifiés, d'autres soutiennent encore ma flamme. Les humains sont fascinants dans leur faiblesse et leur majesté. J'ai aimé les plus humbles, bercé les plus forts, pleurer avec eux, embrasser leur gloire quand ils se levaient pour devenir des dieux, caresser leurs désirs, attiser leurs espoirs quand ils m'appelaient liberté. On a dû choisir, faire des choix, alors que qui sommes-nous pour choisir? Un sujet de 40 ans, un sujet de 50 ans, 60 ans, en fait, ils te disent oui, de toute manière, il a déjà un tableau, déjà des antécédents, il aura des séquelles. On nous a demandé de prioriser un sujet jeune par rapport à un sujet âgé. Âgé, que veut dire âgé? Est-ce que 60 ans, on est âgé? On a dû prendre un patient de 40 ans qui avait un tableau d'antécédents néant, on va dire, alors qu'un patient qui avait 60 ans avec un tableau chronique, des problèmes pulmonaires, voilà, il disait que, en fin de compte, il y aura des séquelles de toutes les manières. On a tous vu quand même que pendant le Covid, que en maison de retraite et dans les EHPAD, ils avaient dit que si un résident âgé était atteint du Covid, en fait, qu'on pouvait l'aider à partir avec le Rivotril et l'Hypnovel. Donc clairement, c'est de l'euthanasie. En France, on dissimule l'euthanasie, mais il y a de l'euthanasie qui se pratique. On a dû aussi, par nos petits moyens aussi, faire face, remodeler des services. Ça veut dire des services qui étaient médecine aiguë gériatrique, les rendre Covid, mais toujours avec le même nombre. Et le matin, alors tu passes ta nuit avec la boule au ventre, tu pars chez toi avec la boule au ventre. On avait beau crier, on nous disait de faire, la première vague, on nous a dit de faire une aération de 3 heures entre chaque patient qui rentrerait dans la salle. À la deuxième vague, on nous a demandé de faire 30 minutes. En fait, on a mal vécu parce que on avait peur. Et puis aussi parce que psychologiquement, parce que le physique c'est une chose, mais le psychisme en est une autre. Et depuis mars 2020, les soignants, le paramédical, les pompiers ont vu des choses qui psychologiquement va être difficile à oublier. Parce que on a eu affaire à des êtres humains et non pas des robots. On a dû essuyer les larmes de familles. On a eu des familles qui ont pleuré sur nos épaules. Nous-mêmes, on est des êtres humains, on a pleuré. On a pleuré parce qu'on s'habitue à une personne. Voilà, avec le temps, on a la personne pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, et on voit cette personne souffrir. Souffrir, qui n'arrive pas à respirer toute seule. Souffrir parce que même toi, quand tu lui donnes à manger, tu as peur. Tu as peur parce que tu dois jongler entre le masque, haute concentration et lui donner à manger. Ou alors parfois on te dit, non, ni hydrique, ni nourriture. Ça veut dire qu'on met une personne à jeun. Et le pire, c'est que combien de personnes on a dû refuser les familles et elles ont dû mourir toutes seules. Et puis combien de personnes on est rentré dans la chambre, elle allait bien et on est reparti, quand on est revenu, elle est morte. Et tout ça, ça reste, que ça soit en mars 2020 ou en mars 2030, ça restera gravé dans la mémoire de tous les soignants. Et combien de collègues on a perdus? Combien de vacataires et volontaires sont venus et sont décédés de ce Covid? Alors certes, le Covid peut tuer. Moi-même, j'ai été atteinte de Covid. Et moi-même, mes enfants m'ont vu mourir. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous et je vous parle. Et je suis en toute connaissance de cause. Mais il n'est pas plus mortel qu'un autre virus. Et on ne peut pas demander à des soignants de choisir, de soigner une personne ou une autre. C'est juste leur enlever toute forme de dignité. Pourquoi il y a eu une crise au moment du Covid? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de lits, clairement.
il n'y avait pas assez de lits d'hospitalisation. Ça a été terrible, on a fait un tri des patients. Nous, dans notre service, les patients trop âgés ou polypathologiques, ils rentraient pas, hein, ils allaient mourir en pneumo. Concernant l'épidémie de Covid, la première vague, il y a eu un afflux de patients dans les hôpitaux et on a dû faire un triage des patients, un triage entre guillemets, mais on a dû le faire, c'est-à-dire qu'on a dû choisir par manque de place entre prendre dans des lits de réanimation des sujets jeunes et des sujets plus âgés. Ça a ému la population, mais pour nous en tant que médecins, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais qu'on pratiquait déjà depuis plusieurs années par manque de place et de lits hospitaliers. Donc on était déjà amené à faire ce choix. Ce qui m'émeut et ce qui me choque même, c'est pas l'émotion, c'est je suis choquée également de ce triage des patients qui se poursuit par le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux. On ne peut pas laisser rentrer des patients qui n'ont pas été ou vaccinés, qui n'ont pas de pass sanitaire, donc ni vaccin ou testés Covid négatif. Donc ça veut dire qu'à l'hôpital, on prend les sujets sains et on ne prend pas les malades. Donc il faut qu'on m'explique. Et ça va contre la déontologie médicale, contre tous les principes qu'on m'a inculqués et qui m'ont formée en tant que médecin, c'est-à-dire la santé pour tous. On ne demande pas à l'entrée si les patients ont le VIH, la syphilis, la tuberculose. Par contre, on leur demande s'ils ont le Covid ou pas. Moi, je soigne tous les patients, quels qu'ils soient. J'ai prêté serment, c'est le serment d'Hippocrate. Donc je suis choquée, pris en otage et presque complice de cette médecine-là, qui n'est pas celle qui me correspond, qui n'est pas celle que je souhaite et que j'exerce depuis des années. Alors on va aller faire notre petite photo. Allez ma Fatma, viens avec nous faire la photo, ma Fatma. Allez, on est révoltés nous. Ils vont dire qu'on emploie des jeunes. Il est évadé. On va pas les couper par contre. Parce que si elle fait, En portrait les filles, en portrait. Pas en portrait, oui, portrait, comme ça. Venez les filles. Christian Vélo, je suis docteur en biologie avec une spécialité de génétique moléculaire à l'université Paris-Saclay. Et je suis par ailleurs aussi le président du conseil scientifique du CRIGEN, le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Mais je tiens à préciser toutefois que les propos que je tiens dans le cadre de cette interview ne sont portés ni par mon institution bien sûr, ni par le CRIGEN d'ailleurs. C'est le citoyen universitaire qui parle uniquement. Lanceur d'alerte, c'est le résultat d'une circonstance et donc tout le monde peut, à un moment donné de sa vie, être lanceur d'alerte. Face à telle ou telle circonstance, il s'agit d'aller porter auprès des institutions ou auprès de sa hiérarchie, par exemple, un doute concernant une situation qui laisse envisager des craintes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan environnemental. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine économique également. Donc ça peut concerner des professionnels, mais ça peut concerner également n'importe quel citoyen qui est amené donc à s'inquiéter d'une situation et à faire remonter donc cet état de fait auprès de sa hiérarchie ou auprès des institutions. Je m'appelle Gisèle Souchon, je suis professeure de philosophie en classe préparatoire, auteure de quelques ouvrages de philosophie notamment sur Nietzsche, et je suis également militante animaliste et écologiste, militante de la cause animale principalement. Si j'ai choisi à titre personnel de ne pas me faire vacciner, c'est parce que j'ai toujours privilégié l'hygiène de vie par rapport à l'excès de médication. J'ai toujours davantage eu confiance dans la nature, dans mon corps et dans sa capacité de réagir par rapport à une maladie. Le libre arbitre, aujourd'hui, si je décide de ne pas me faire vacciner, cela est mon choix. Mais je respecte ceux qui sont vaccinés. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est des personnes libres de faire ce qu'on veut, libres de s'exprimer et libres de travailler ensemble avec le respect de chacun. Et je pense que vacciné ou non vacciné, je respecte l'autre et j'aimerais que l'autre me respecte.
Et c'est pas parce que je ne suis pas vaccinée que je suis là pour l'assassiner. Comme disent les médias ou comme a dit M. Macron lors de plusieurs interventions, que les soignants sont criminels en puissance. Je ne suis pas criminelle. Je suis quelqu'un d'humaine qui a son droit de penser et sa liberté de parole que je veux garder. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie, sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Moi, à l'élocution, j'ai pensé à l'avenir, j'ai pensé à mes enfants, sincèrement. J'ai pensé à mes enfants parce qu'en fin de compte, là, je me dis, pas d'argent, parce que je connaissais mon positionnement, en fait, que je ne me ferais pas injecter cette injection. Et à l'élocution, en fait, sincèrement, une agression, un coup de poignard dans le dos, beaucoup de colère, parce que à cause de lui, je ne pourrais pas offrir ce que je me bats à offrir à mes enfants. À cause de lui, j'ai pensé, parce que je suis locataire, je paye 1020 € de loyer. Je n'ai pas d'APL parce que je suis soignante et je travaille à l'hôpital. Donc aucune aide. Je suis toute seule avec mes enfants. Et on voit bien qu'en fin de compte, l'avenir, là, qu'est-ce que tu penses? C'est à l'avenir de tes enfants. D'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir et apporter de plus à mes enfants si on m'empêche de travailler? Et comment je vais pouvoir accompagner mes enfants dans leur vie future? En fin de compte, à cette élocution, en fin de compte, tu as plein de choses qui se mettent dans ta tête, en fait. Tu as de la colère, tu as une rage. Comment je vais faire pour continuer? Est-ce que je continue pas? Et déjà, bien avant, je savais déjà que je ne me ferais pas vacciner. Et ni mes enfants. Quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est M. Macron qui le dit. Donc quoi qu'il en coûte pour lui, quoi qu'il en coûte pour nous. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas la mère exemplaire, mais je suis la mère que mes enfants, plus que tout le monde. Donc, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et en ma puissance pour me retourner. Et je pense que si je tombe, je me relèverai pour mes enfants, quoi qu'il en coûte. Et je sens que les gens sont désabusés, les gens sont écœurés, désabusés. Moi, je suis plutôt dans la colère et la révolte, mais bon, voilà. Je n'en peux plus des discours du chef de l'État qui ne sont pas des discours, mais des prêches. Et ça même s'il y a eu effectivement une dimension particulière dans celui du 12 juillet, mais tous ceux qu'il y a eu avant étaient des prêches. Et moi, j'attends pas d'un chef de l'État un prêche. J'attends, notamment sur une question aussi importante que celle de cette pandémie, le chef de l'État doit être là pour faire le compte-rendu d'une réflexion collective. C'est-à-dire qu'on devrait même passer outre toutes les scissions politiques. Et dans une telle crise, on devrait rassembler autour de la table tous les leaders politiques ou tous ceux qui ont été des acteurs dans le passé sur des sujets proches, indépendamment de leur couleur politique, parce qu'ils ont forcément des choses à dire intéressantes, à prendre en compte et faire une synthèse. Et quand j'entends le président de la République dire « j'ai décidé, je ceci, je cela », dans une crise comme celle-là, c'est absolument fou. Hein. On attend un minimum de lui qu'il dise, après concertation des différents acteurs, des différents partenaires sociaux, des différents responsables politiques, des scientifiques, etc., nous avons jugé opportun de... Voilà, là, ça aurait une stature, là, ça aurait du sens. On va vacciner tout le monde, on va étendre, mais c'est pas encore passé dans le texte de loi. C'est-à-dire, toi, tu sais déjà? Sur le contenu maintenant de son discours, c'est-à-dire le fait d'établir ce pass sanitaire, etc., de devoir montrer patte blanche pour aller au spectacle, pour aller manger dans un restaurant, et aller jusqu'à obliger, parce que M. Macron lui-même nous avait dit qu'il n'y aurait pas, que les vaccins ne seraient pas obligatoires. Et en fait, ils le sont de fait. Quand on dit à un personnel de santé que s'il ne se fait pas vacciner, il est licencié. Je veux dire, le 14 juillet 2020, on les décore sur les Champs-Élysées.
Et en juillet, le 12 juillet 2021, on les menace de licenciement s'ils ne sont pas vaccinés. Mais ces personnels de santé n'ont pas attendu M. Macron pour se protéger. Quand en juillet, au printemps 2020, lors du premier confinement, ils n'avaient même pas de masque pour se protéger, qu'ils allaient acheter des toiles d'hivernage chez Truffaut pour se faire des surblouses, ils ont parfaitement su se protéger. Il n'y a pas mieux que les personnels de santé pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la Covid. Alors au démarrage, les premiers cas, tout le monde se disait ça va être une petite grippe hivernale comme on en connaît chaque année. Et du coup, au fur et à mesure que les cas arrivaient dans les hôpitaux, on a pris conscience quand même qu'on était face à un virus qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas comment il allait se transmettre, se développer au sein de la population. Donc là, pour le coup, on l'a très mal vécu parce qu'on n'avait pas les moyens adaptés à ce virus pour travailler dans de bonnes conditions. On était déjà à flux tendu avant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était encore pire avec les arrêts des soignants contaminés lors de cette première vague. Et les consignes qu'on avait étaient toujours changeantes. C'est-à-dire, on pouvait désinfecter une chambre post-Covid avec du savon, de produits de vaisselle, ce qui m'a vraiment très choquée. De ma carrière, j'avais jamais entendu une ânerie pareille. Et on n'avait pas les moyens au niveau matériel de protection. On est tombé en pénurie aussi. À un moment donné, on n'avait plus de gants. Donc c'était réquisitionné. On avait tant de gants par jour, tant de masques par jour et tant de surblouses. Donc ça a été très difficile de tenir. Mais comme on aime notre travail et qu'on est là pour soigner les gens, on l'a fait malgré tout. Les personnes étaient isolées en chambre. Donc je vous laisse imaginer en fait dans quel état peut se retrouver une personne qui n'est pas chez elle, qui est âgée, vulnérable, bien souvent avec des troubles cognitifs, donc une compréhension de ce qui l'entoure assez perturbée, assez atténuée. Et voilà, on l'isole, on lui interdit de sortir, on interdit aux personnes qui lui sont proches de venir la voir. Et les seules visites qu'elle a, ce sont des personnes en surblouse, avec des visières, avec des lunettes, avec des masques. Donc c'est extrêmement effrayant et voilà ce que les personnes voyaient alors qu'elles étaient en fin de vie et pour les protéger en fait, soi-disant. C'est très frustrant parce que les personnes âgées ont été prises dans leurs enfants, dans leur famille, et donc ils se sont trouvés isolés, sans manger, ils se sont laissés mourir à petit feu, et nous on était impuissants face à ce que l'État demandait, pas de visite pour les personnes âgées. Au départ on écoutait les médias, donc ils nous disaient tel cas, il faut faire telle chose, il faut se protéger comme ça, mettre les masques, etc. Et on est beaucoup à être arrivés au travail en disant à nos supérieurs, ou en prenant de nous-mêmes, par le bon sens, des masques pour aller soigner les gens, pour pas contaminer, si jamais on avait quelque chose. Donc on y est allé comme ça, et la première chose qu'on a eue, c'est « Non, mais vous mettez pas de masque, il n'y en a pas assez, vous avez pas besoin. » Et moi, la première chose que j'ai fait, j'ai dit « Non, 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 je vais fabriquer des trucs, même do it yourself, mais je n'irai pas voir quelqu'un sans moi être protégé et sans protéger l'autre. » Donc on a résisté, on a tenu le matin, et le chef de service en fait s'est allié à nous, il nous a dit vous avez raison, et l'après-midi on avait des masques, on nous disait surtout faut mettre des masques, voilà. Donc pour vous dire que c'était n'importe quoi. Après on n'avait pas assez de matériel, il y a du matériel qui a été volé, il y a du gel qui a été volé, des masques qui a été volés, donc on faisait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on nous donnait les masques au compte-gouttes, on voyait combien on était, 2 masques par jour. Ça a duré pas mal de temps. Puis après, enfin, il y a eu plus de gel, plus de masques et tout ça. Mais par contre, au niveau du bon sens, c'était toujours pareil. La machine à café, les gens qui venaient de l'extérieur, les interrupteurs, les poignées de porte, les ordinateurs. Enfin, il fallait désinfecter. Les gens où ils s'appuyaient, tout ça, il fallait désinfecter. Et ça, personne ne le faisait. Donc, très fort pour nous prendre des protocoles pour ressembler à des scaphandriers. Mais pour le bon sens que les gens qui allaient toucher les poignées et le reste et les interrupteurs, il fallait désinfecter, il n'y avait pas. Voilà. Pendant la première période du Covid, je travaillais en USLD. Et donc, nous n'avions pas de masque en fait. On ne pouvait travailler que sans masque. Et les seules personnes autorisées à porter un masque étaient les personnes qui toussaient. On a beaucoup travaillé. Dans des conditions très difficiles, notamment nous dans notre service on avait du matériel,
On rentrait dans les chambres, une fois qu'on était rentré dans les chambres, on faisait tout en fait. On évitait qu'il y ait plusieurs soignants qui rentrent dans les chambres, c'est-à-dire qu'on s'occupait de notre patient, on faisait le nettoyage des surfaces puisque l'hygiène avait voulu qu'on nettoie 3 fois par jour les chambres et les surfaces. On faisait le sol, on faisait tout, on faisait le boulot de l'aide-soignante aussi, ce qui fait que un tour de constante, ça durait 1 heure, on ressortait en nage. Vraiment, on crevait de chaud sous ces tenues, notamment celle qu'on a eue en espèce de sac poubelle. Là, celle-ci, c'était horrible, c'était un vrai sauna. Et aujourd'hui, si ces personnes qu'on a voulu décorer le 14 juillet 2020 ne se font pas vacciner, on les licencie. Mais dans quel pays est-on? Moi, pour vous dire, les jours qui ont suivi ce discours, dont j'ai pris connaissance par personne interposée ou en regardant des extraits ensuite sur Internet, j'ai pas dormi. Ça m'a totalement perturbé. C'est ça qui me fait peur. C'est pas la Covid, c'est tout ce contexte politique de privation de liberté, de menaces sur l'emploi auprès de ceux qu'on a applaudis, que tout le monde applaudissait sur les balcons. Mais aujourd'hui, ces personnes qui vont être licenciées là dans 15 jours ou dans 1 mois, où seront les personnes qui les ont applaudis sur les balcons pour venir les soutenir? Où seront-elles? Je veux dire, on a réussi à diviser la population, à faire de ceux qui étaient nos héros, nos ennemis aujourd'hui parce qu'elles ne seraient pas ou ils ne seraient pas vaccinés. Mais on est dans une situation ubuesque, totalement ubuesque. Et qu'un président de la République qui est censé fédérer, qui est censé être le président de tous les Français, qui est censé rassembler, puisse diviser à ce point. Mais alors là, effectivement, il y a une crise très très grave qui... Qui passait tous les matins pour nous donner ah bah tiens, ça c'est ton masque du jour, sauf que accessoirement je fume, je mange, je bois, donc le masque il faisait ça toute la journée. Nous on a été formés parce qu'on est soignants, donc on a appris à se laver les mains, parce qu'un masque on l'utilise pas comme on met une casquette, enfin je veux dire il y a un protocole, faut avoir les mains propres, faut l'enlever comme ça, machin. Là on en a vécu un pour 12 heures
On savait pas ce que c'était cette maladie. Heureusement qu'on a été soutenus par la population parce que nous, l'État nous a carrément laissé crever. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Ça aurait été une maladie vraiment dangereuse, on serait tous morts à l'heure actuelle. À la première vague, on n'avait pas du tout de matériel et ça ne gênait personne. Et on nous a envoyés en front, comme disait M. Macron, nous sommes en guerre. Nous avons été en guerre en claquettes. Aujourd'hui, on a les claquettes, mais non, maintenant on menace et on est des dangers pour la population. Moi, je pense que ce Covid n'est pas si grave que ça, qu'il faut vivre avec. C'est un virus comme les autres, qu'il faut pas rester... Là, ils sont en train de passer toutes leurs lois, tout ce qu'ils voulaient passer depuis des années et qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Ils sont en train de profiter de cette crise pour les faire passer. Le Covid a mis au grand jour, en fait, ce qu'en réalité... tout le paramédical, les hôpitaux privés ou publics et les structures extra, bien sûr, comme les infirmières libérales, on se plaint depuis plus de 10 ans par rapport au manque de personnel, au manque de matériel, par rapport aux fermetures de services et les réductions de lits. Le Covid n'a mis qu'au grand jour ce que les soignants vivaient au quotidien depuis des dizaines d'années, en fait. Alors, le Covid arrive, pour nous, ça change rien, puisqu'on a l'habitude de ne pas avoir de matériel, d'être en effectif réduit. J'ai toujours été un bon petit soldat et à l'heure actuelle, on m'oblige pour travailler à m'injecter un produit que j'ai pas choisi, dont je ne vois aucune preuve sur lesquelles ça fonctionne ou enfin voilà des choses comme ça. Aux urgences, on a 2 chambres avec fenêtres, donc ça c'était au début pour les ISO Covid, et après on a 1, 2, 3, 4, 5, en tout on a 8 chambres, on a 5 chambres sans fenêtres. Mais sauf qu'au début, quand on avait du Covid ou suspicion Covid, on mettait là les patients qu'on gardait. Il n'y avait pas de fenêtre. L'infirmière hygiéniste s'est passée. Hein, les cellules de crise, ils servent à quoi? Au bout de la 3e vague, quand on vous dit mais attendez, il faut ramener la machine pour bien nettoyer tout ça, là, on n'a pas de fenêtre. Ah bon? Attendez, vous foutez de ma gueule, quoi. Vous imaginez le nombre des soignants qui vont démissionner parce qu'ils ne peuvent pas travailler sans vaccin? Moi, je connais beaucoup de soignants qui vont démissionner. Hein. Ça va être quoi demain à l'hôpital public sans soignants? Les gens ne s'en rendent pas compte. Donc l'année dernière, oui, de son balcon, on applaudissait. Sauf que là maintenant, avec les restrictions qui sont mises, les gens se disent oui, après tout, écoute, c'est normal, c'est des infirmiers, des infirmières, des soignants. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est aller en vacances et aller au resto. Je ne vais pas polémiquer, mais pour moi la vaccination c'est nécessaire. Mon gros bibi, mon petit bibi. Je suis bouleversée par ce qui se passe actuellement, par le discours qui a été prononcé par Blanquer concernant la rentrée scolaire, lorsqu'il dit que en cas de Covid, lorsqu'il y aura un cas Covid, au lieu de fermer les classes en collège, en lycée, et donc en ce qui me concerne dans le supérieur, puisque j'enseigne en classe préparatoire, eh bien, on renverra chez eux, on évincera, le terme qu'il a utilisé a été le terme de évincer les élèves qui ne sont pas vaccinés. Et ça, je trouve ça complètement scandaleux.
on évince un élève qui a été incorrect, qui a été grossier, qui a semé la pagaille dans une classe, mais on n'évince pas un élève parce qu'il a un statut vaccinal qui ne correspond pas à ce qui est exigé. Évincer des élèves et les obliger à suivre les cours en distanciel parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça c'est inacceptable. Donc moi je suis bien déterminée à la rentrée, si le cas se présente, si dans une de mes classes il y a un cas Covid et que la moitié des élèves, ou en tout cas les élèves non vaccinés sont renvoyés chez eux, moi je m'évincerai également. Pas seulement en tant que non vacciné, mais même si je l'étais, je m'évincerai également pour ne pas faire de discrimination entre mes élèves. Je ferai cours à tout le monde en distanciel. Quand les classes étaient fermées à cause du Covid pendant le confinement, enfin après le confinement, tout le monde était logé à la même enseigne. Tous les élèves suivaient les cours en distanciel. Eh bien, moi, c'est ce qui se passera. Tous mes élèves suivront mes cours en distanciel si le cas se présente. La question de vacciner les enfants, aujourd'hui, elle est cruciale parce que les enfants, c'est une frange de la population qui est vecteur du virus, qui le propage, mais sans en être victime. En tout cas, pour la plupart, il y a quelques exceptions, mais la plupart des enfants en bonne santé ne sont pas victimes. Et donc, laisser circuler la souche d'origine ou des variants comme le variant Delta, qui ne sont pas des variants méchants, c'est important pour occuper le terrain et pour éviter qu'un éventuel variant plus méchants, eh bien, prennent le pas et la voie libre et puissent contaminer toute la population. Donc aujourd'hui, on commence à nous parler de cas d'enfants qui ont été malades. Pourquoi on commence à nous parler de ça C'est cousu de fil blanc, c'est-à-dire c'est pour nous conditionner à accepter cette vaccination des enfants. Alors déjà, on nous pousse à faire vacciner les enfants entre 12 et 16 ans. La vaccination est ouverte pour eux. Et moi, je vois venir la vaccination pour les plus petits. C'est ce qui se passe déjà en Israël et c'est ce qui va se passer certainement chez nous. On prépare le terrain, les médias préparent le terrain. Alors pourquoi est-ce que c'est dramatique ? Parce que c'est encore un produit expérimental et que des vaccinations, on fait déjà subir à cette vaccination à des petits êtres qui sont à peine nés, qu'on leur balance 11 vaccins dans le corps, c'est déjà énorme. Et là, on est en train de vacciner des enfants qui ont peu de chances d'attraper le Covid, qui ont peu de chances d'être symptomatiques, qui ont encore moins de chances d'en mourir. On leur inocule une substance qui, elle, n'a pas fait ses preuves, qui est expérimentale, sur laquelle on n'a pas de recul. Et cela, pourquoi ? Comment est-ce qu'on fait pression sur les parents ? Pour l'instant, ils sont acceptés à l'école, mais on a dit qu'on évincerait les élèves non vaccinés en cas de cas Covid dans une classe. Mais ça va être les activités périscolaires, ça va être le sport. Mais est-ce qu'on doit céder pour cela ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas priver son enfant de sport pendant quelque temps ou d'activités périscolaires plutôt que de faire cet acte définitif, grave, de lui injecter une substance expérimentale ? Alors, bien sûr, là, je pense que les autorités ont très bien compris comment il fallait manipuler les gens. Si ça ne marche pas avec les parents, si les parents ont un peu d'esprit critique et que ça ne marche pas avec eux, ben ça va marcher avec les enfants. Et beaucoup de publicités vont cibler les enfants. Et moi, je vois venir le moment où des adolescents, et c'est peut-être déjà le cas dans les familles, vont dire « Mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas vacciné ? Moi, j'ai pas le droit d'aller en boîte, moi, j'ai pas le droit d'aller au bistrot, moi, j'ai pas le droit d'aller dans une activité sportive alors que les copains y vont, parce que je ne suis pas vacciné. » Donc, ils vont faire pression sur leurs propres parents pour être vaccinés. Le risque d'avoir un effet indésirable d'une vaccination pour soi-disant le protéger d'une maladie grave qu'il n'aura jamais est beaucoup plus élevé et il peut y avoir des formes graves. Donc c'est les enfants, à mon avis, qui peuvent vraiment pâtir de tout cela. En dehors des effets indésirables de la vaccination chez les enfants, il y a aussi le retentissement psychologique, l'avenir de nos enfants, de voir des masques, des personnes masquées en permanence. Je suis médecin spécialiste, je m'occupe du cerveau et je me dis, est-ce que certaines connexions neuronales se feront comme il faut concernant les neurones miroirs, concernant l'empathie, concernant l'humanité. À quoi est-ce qu'ils auront le droit de pouvoir avoir accès s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils ne détiennent pas de passe sanitaire? On est en train de gâcher toute leur jeunesse. Ils vont accuser leurs parents de les priver de liberté.
Est-ce qu'ils vont suivre sans rechigne ce que le gouvernement leur dicte, ou est-ce qu'ils vont quand même essayer d'écouter les conseils des adultes, enfin comme ça se passait avant, leurs parents, ce qu'ils leur disaient? Est-ce qu'il va y avoir une rébellion de ce côté-là? Je ne sais pas, c'est complètement flou. Il faut dire à vos enfants, mais c'est pas moi qui te prive de liberté, c'est l'État. C'est le gouvernement qui te prive de liberté en empêchant les non-vaccinés de faire ceci ou cela. C'est pas moi. Moi, je suis ton père, ta mère. Je suis là pour te protéger, pour prendre des décisions pour ton bien. Alors, bien sûr, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas si ce vaccin est effectivement dangereux pour toi. Mais j'ai suffisamment entendu de témoignages d'effets secondaires négatifs, dangereux, pour prendre la précaution de ne pas te le faire inoculer. Donc je crois que vraiment les parents doivent en parler avec leurs enfants et ne pas laisser ce climat de rébellion s'installer chez les adolescents qui ont un gros besoin, qui n'est pas forcément positif d'ailleurs, d'assimilation. Les enfants et surtout les ados ont besoin de faire partie d'un groupe. Ils sont très mimétiques, ils sont très grégaires. Donc ils veulent être acceptés, assimilés à un groupe. Ils sont d'ailleurs prêts souvent à faire n'importe quoi pour ça. Hein. S'il faut se droguer comme les autres, boire de l'alcool comme les autres ou fumer comme les autres, ils vont le faire. Hein. Donc ça, c'est souvent très dangereux, ce comportement mimétique. Mais ça fait partie de l'adolescence. Donc attention que ce comportement mimétique n'implique pas de se faire inoculer une substance dangereuse. Les libertés, écrites sur les textes fondateurs qui font le socle de la société française, ils sont piétinés par ceux-là même qui sont censés le protéger. Et pour les plus petits, évidemment, soyons très vigilants, soyons encore plus vigilants. Eux ne vont peut-être pas nous mettre la pression de la même façon, les moins de 12 ans, mais je pense qu'il va falloir être très vigilant pour les protéger de cette campagne, c'est-à-dire pour l'instant une influence, il n'y a pas encore une obligation, mais l'influence, il faut être capable d'avoir de l'esprit critique, et la liberté, c'est ça. Parmi toutes les influences qu'on va subir, essayer de choisir celle qui nous paraît rationnelle, celle qui nous paraît la plus véridique, et par prudence, s'il y a un doute, eh bien s'abstenir, ça me paraît essentiel, et pour nous, et pour nos enfants. La situation dans laquelle on est sur le plan sanitaire concernant les soignants est pour ma part dramatique. On a une pression permanente, quotidienne, depuis des mois. Ceci fait réveiller des inquiétudes, une grande anxiété même. Cette peur sur les générations futures et sur l'enfance peut réveiller chez certains des souvenirs et des peurs de leur propre enfance. Tellement le sujet est sensible et fait appel en nous à des choses ou à un instinct de protection peut-être, paternel ou maternel, et à des sentiments très profonds qui sont ce qu'on nous a inculqué nous-mêmes dans l'enfance, sûrement la tolérance, la liberté, la joie de vivre, le combat. Ma vie a été un combat contre la violence que ma mère a reçue. Et à l'âge de 9 ans, je me suis interposée pour plus que ma mère se fasse battre. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 enfants. J'essaie de les surprotéger des coups qu'ils pourraient recevoir de l'autre. Moi, j'ai été battue et je me suis fait d'armure pour protéger ma mère. Très jeune, j'ai accompagné ma mère dans son divorce de tous les jours parce que j'avais des frères qui avaient peur et du coup ne parlaient pas. Ou mon père qui tapait mon frère pour faire mal à ma mère. Ma mère est décédée à l'âge de 42 ans d'un cancer généralisé. J'avais 23 ans. Et à 23 ans, je suis devenue maman de 5 enfants parce que j'ai adopté mes 3 frères et sœurs. Et je me suis battue. Battue, où moi, mon deuil, j'ai pas pu le faire parce que je ne pouvais pas pleurer à côté d'eux et parce que je ne pouvais pas laisser baisser les bras. Donc j'ai dû combattre. Et je ne suis... Malgré les fois où je tombais, je me relevais. Pourquoi? Parce que je pensais à l'autre. Je ne pensais plus à moi. Moi, je crois que mon père a fait, et j'ai été mariée de force aussi, par vengeance par mon père. Parce qu'il voulait me punir d'avoir défendu ma mère. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Parce que de ce mariage, j'ai eu 2 magnifiques garçons qui sont aujourd'hui ma raison de vivre. Je me suis remariée.
J'ai eu ma fille, un monsieur pas méchant du tout, mais qui m'a vu lionne, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui s'est laissé porter, et que j'ai décidé qu'on se sépare en toute amitié, et il ne m'a jamais posé les mains dessus. Donc c'est ça, j'ai un lien avec le père de ma fille qui est amical et fraternel. Et au jour d'aujourd'hui, je ferai tout pour pas qu'on abîme mes enfants. Parce que mon parcours a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et d'où je dis je suis libre. Libre parce que je me suis interposée à celui qui était ton héros, ton exemple, ton père. Pour pas qu'il fasse du mal de ma mère. Pour pas qu'il fasse du mal à mes frères et sœurs. Alors que j'étais la 3e du fratrie de 7. Donc oui, je peux dire qu'aujourd'hui, la mère est lionne. Parce que ma mère ne l'a pas laissée. Ça veut dire que moi, je protégeais ma mère et d'un coup, ma mère recevait des coups et elle essayait de me protéger aussi. J'ai toujours étudié parce que je voulais venger ma mère. Et j'ai fait une reconversion professionnelle parce que ma mère, quand j'ai eu 21 ans, elle a été hospitalisée, chimio et autres. Et j'avais mes 2 garçons en bas âge. Mais ma mère ne partait qu'à la chimio ou autre quand j'étais en sa présence. J'ai caché à ma mère qu'elle avait un cancer pendant 18 mois. Je le gardais seul là-dedans parce que je ne voulais pas qu'elle baisse les bras parce que c'était une battante. Elle était passée par beaucoup de choses très difficiles. Et même à mes frères, parce que j'avais peur qu'ils fassent la gaffe. Donc, moi, fille de 21 ans, avec un divorce, avec 2 enfants en bas âge, avec 3 frères et sœurs, eh ben, je continuais encore. Eh ben, je peux dire que mon parcours a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et si je ne suis pas partie, décédée, par les coups de mon père avant, c'est pas aujourd'hui que je vais tomber. Et je n'abandonnerai pas mes enfants jusqu'à ce que le plus haut, il décidera que je pars là-bas. Mais en tout cas, mes enfants m'ont vu partir le 15 mars 2020 à cause du Covid. Parce que j'ai été quand même très très mal. J'avais une petite fille quand même, qui avait 12 ans, qui me faisait la toilette et mes garçons qui m'emmenaient à la douche, mais que c'est ma fille qui me lavait. Pendant 3 jours, ça a duré. Où je ne pouvais pas me lever parce que je n'avais plus de force dans les chambres, où j'avais de la fièvre, où j'avais 3 couvertures sur moi. Mais ça n'a rien changé. Je me suis battue au fond de moi parce que quand les pompiers m'emmenaient, j'avais mes enfants qui pleuraient et ma fille qui m'envoyait des messages, Marois, qui disait « Maman, ne meurs pas, ne nous laisse pas ». Et aujourd'hui, je ne les ai jamais laissés et je ne les laisserai jamais. Et mon exemple servira peut-être aux autres. Mais aujourd'hui, je suis ici, en train de dire les choses que le psychisme, c'est 80% de la guérison. Le thérapeutique et les psychotropes, c'est que 20%. Et que si on a un véritable soutien, parce qu'on a une raison de combattre, et bien souvent quand on est parent, c'est les enfants, eh bien il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se bagarre pour nous, mais pas seulement, c'est pour la génération à venir, pour nos petits-enfants. Et comme je dis moi, si je dois continuer à me battre pour l'amour de mes enfants, je le fais fièrement. Aujourd'hui, j'élève mes enfants tout seul, sans l'aide de personne, ni pension alimentaire, ni rien, parce que je ne veux pas devoir à quelqu'un qui n'a pas élevé les enfants. Et c'est ça que je pense, au 15 septembre, est-ce que je pourrais leur offrir ce que je leur je leur ai offert toutes ces années. J'ai un garçon de 20 ans, l'autre 19 ans, et ma fille qui va avoir 14 ans au mois de novembre. Et je suis fière, même si j'ai eu un parcours quand même avec beaucoup de cascades et beaucoup d'embûches et beaucoup de pleurs, j'ai toujours été celle qui était solide mentalement et que, malgré tout, je disais, il y a pire que moi. Et je disais toujours, c'est pas grave. Et les gens me disaient, mais Sonia, ta mère aurait dû t'appeler, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi boire. Il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi s'habiller. J'ai dit, nous, on manque de rien. Des malades, il y en a partout. Des malades, il y en a partout. Des gens différents de nous, il y en a partout. Des violents, il y en a partout. Mais ce qui fait, c'est que quand tu t'adresses à une personne, et on le voit à l'hôpital, et ça, les cadres, la direction ne le voit pas parce qu'elles ne sont pas là, qui sont en colère, pas contre nous parce qu'ils ne nous connaissent pas personnellement, mais qui nous connaissent, qui sont en colère à cause de la blouse blanche. Il suffit de s'adresser aux gens avec respect, et ils redescendent, et ils s'adressent avec toi avec respect, même s'ils étaient en colère. Donc aujourd'hui, je peux dire que ma vie d'avant, mon enfance,
ma fille de jeune femme, parce que j'ai pas eu de vie de jeunesse, j'ai pas eu de jeunesse. Très jeune, j'ai pris la responsabilité d'une maman qui savait pas parler français. Ben, je peux dire que je suis fière de moi parce que je n'ai aucun regret pour ma mère, qui aujourd'hui elle repose en paix. J'ai perdu ma mère en janvier 2004. J'ai perdu mon frère aîné en août 2005, d'un 38 ans qui les a fauchés, lui et sa femme. Et je suis redémarrée sur un combat aussi pour avoir leur fille pendant 3 ans de combat, parce qu'elle avait 2 ans. Donc, si ça, c'est pas le combat, est-ce que Macron, il va réussir à faire tomber? Non. Ni Macron, ni un autre. Personne. Je me dis que le virus, on va en venir à bout de toute façon, quels que soient les moyens. Ce sera peut-être plus long que si on avait eu une véritable stratégie réfléchie, coordonnée à l'échelle mondiale, et si on s'était fermé aucune porte sur les alternatives. Mais on finira par y arriver. On finira par y arriver. Mais ce qui me fait beaucoup plus peur sur l'après-crise sanitaire, c'est sur le plan social. Cette crise du Covid divise tout le monde. Il n'y a d'ailleurs aucun parti politique et aucun syndicat, aucune association qui a une ligne unique, qui a une position unique sur ces questions. Ça divise dans les familles, ça divise au travail, ça divise partout. Il y a des personnes qui interdisent à leurs parents de voir leurs petits-enfants tant qu'ils ne sont pas vaccinés, enfin, alors que ces grands-parents n'ont pas envie d'être vaccinés. On arrive à des situations ubuesques. On est en train de diviser la population entre ceux qui ont le pass sanitaire qui seraient sains et puis les autres qui seraient donc malsains. C'est un truc de fou. Et moi, ça me fait peur. Et pour être honnête, ça me fait beaucoup plus peur que la Covid. La protéine Spike, c'est donc la protéine qu'on appelle la protéine de surface du virus qui va permettre au virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, de s'ancrer à la surface de nos propres cellules pour pouvoir les infecter. Et cette protéine Spike ou spicule, effectivement, on nous l'a fait fabriquer dans nos cellules pour nous vacciner, en nous injectant du matériel génétique viral qui détient le secret de fabrication de cette protéine. Donc la moindre des choses serait effectivement de connaître toutes les caractéristiques de cette protéine. Alors, il y a une publication scientifique qui est sortie il y a peu de temps et qui conclut que cette protéine en tant que telle pourrait avoir des effets pathogènes, notamment des effets néfastes sur les cellules qui bordent nos vaisseaux sanguins. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit forcément abandonner tout projet de vaccin sur la base de cette protéine, mais ce serait quand même bien de le savoir et d'en connaître mieux cette protéine avant de s'aventurer à une telle échelle avec de tels vaccins. C'est pas le problème du vaccin, c'est l'injection expérimentale. Donc on a le droit de douter, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on nous disait qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait même pas de tests en nombre, et du jour au lendemain, on nous sort un vaccin. Alors dans ce cas-là, qu'on nous laisse assez le temps d'avoir assez de recul pour pouvoir nous convaincre. Et là, le fait de nous contraindre, on a le droit de se poser des questions. Le doute, c'est le propre, je dirais, de la science. Voilà. Donc oui, bien sûr, on peut douter, d'autant plus qu'on a affaire à des vaccins qui s'appuient sur des technologies nouvelles. Les vaccins qui nous sont proposés en Europe et dans la grande majorité du monde sont des vaccins de dernière génération pour lesquels on a très peu de recul. Donc oui, indépendamment du fait qu'on soit plutôt très en faveur des vaccins ou plutôt méfiant sur les vaccins, indépendamment de ça, évidemment, le doute est tout à fait légitime. Il y a de nombreux doutes raisonnables. Dans le cadre de cette vaccination contre le virus SARS-CoV-2. D'abord, aucun autre vaccin utilisant des technologies classiques et pasteuriennes n'a provoqué autant de décès et d'effets secondaires graves
en aussi peu de temps, en 6 mois. En fait, en 6 mois, on a un nombre d'effets secondaires et de décès largement supérieur à ce qu'on a pu observer avec tout un tas d'autres vaccins en 30 ans, y compris la vaccination contre la grippe dite saisonnière, donc la grippe hivernale chez nous. D'autre part, la durée de protection est courte. Alors ça a été publié dans une revue scientifique sérieuse. Pour Pfizer, la durée des anticorps dans le sang circulant est d'environ 4 à 6 mois. Pour AstraZeneca, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois. Donc une durée de protection faible. Également une efficacité médiocre. Elle n'est absolument pas optimale. Parce que, on le sait maintenant, les vaccinés peuvent tomber malades. Lorsqu'ils sont en contact avec le virus, certains, et même beaucoup, notamment avec la variante Delta indienne, tombent malades. Et lorsque ces personnes vaccinées tombent malades, elles ont une charge virale aussi importante, d'intensité et d'ampleur égale à celle des non-vaccinés. Donc, même si l'on admet... je vais bien mettre peut-être un bénéfice, admettons que certains soient mieux protégés, mais toujours est-il que des vaccinés tombent malades. Donc c'est quand même fort de café cette histoire, parce que si un vaccin, par définition, vaccine, on ne tombe pas malade. La recombinaison, de manière générale, c'est l'échange de matériel génétique, un échange de matériel génétique. Alors la recombinaison n'est pas la spécificité des virus. Beaucoup d'organismes sont capables de faire de la recombinaison. Nous, les humains, nous savons le faire aussi dans certaines circonstances. Mais les virus sont vraiment les champions des champions, et surtout quand on a 2 virus de la même famille qui se ressemblent beaucoup, alors ils sont capables d'échanger lors de la recopie du matériel génétique viral. Il y a des échanges qui se font entre les 2 génomes viraux en présence, et donc ça fait un virus qu'on appelle recombinant, c'est-à-dire dont le matériel génétique est en partie constitué du matériel génétique du virus parental 1 et du virus parental 2. Donc ça fait un nouveau virus qu'on appelle un variant. Le virus est en train de s'adapter, d'être moins contagieux, d'être moins mortel. Sauf qu'ils n'ont pas d'intérêt à le dire à la télé. Bien sûr, on est d'accord. Voilà, tout simplement. Il y a la Big Pharma qui est derrière tout ça. Ça périme. Ils ont des doses qui périment au mois d'octobre. Parce que moi, dès que tu commences à vouloir liquer tout le monde en urgence, c'est que ça pose problème. J'ai choisi à titre personnel de refuser de me faire vacciner. C'est pour plusieurs raisons, qui sont liées bien sûr à mon manque de confiance dans ce nouveau vaccin, mais c'est également lié au fait que je ne suis pas anti-vax, mais je n'aime pas la surmédication. Et je n'aime pas cette façon d'avoir peur de tout et d'être hypocondriaque. J'ai une grande confiance dans mon corps et dans la nature, et du coup dans la capacité naturelle de mon corps à faire face, à répondre à une infection, à l'attaque d'un virus. Et cette confiance est d'autant plus justifiée que j'ai eu effectivement le Covid en novembre, et mes défenses immunitaires ont réagi très vite. Ça a duré 8 jours, sans fièvre, sans problème grave. Donc j'ai confiance dans la nature, et cette confiance dans la nature va de pair aussi avec mon amour des animaux. Je suis effectivement militante de la cause animale, et je suis végane. Et donc, mon alimentation est végétale. Je pense comme Hippocrate que l'aliment est notre premier médicament. Et je pense que l'alimentation végétale nous donne le maximum de chances d'être en bonne santé et de permettre à notre corps de réagir, notamment par rapport à l'attaque d'un virus. Donc, pour moi, tout se tient. Il y a aussi une autre raison, c'est que, en tant que végane, je me pose des questions sur tout médicament, vaccin ou pas, qui a été testé sur les animaux. Est-ce que je peux accepter d'utiliser un médicament qui est testé sur les animaux, alors que dans mon alimentation, je refuse tout produit animal ? Les vaccins de type AstraZeneca ou Johnson & Johnson utilisent pour délivrer le matériel génétique vaccinal dans nos cellules. Donc, faut savoir que du matériel génétique, ça ne rentre pas tout seul dans nos cellules. Donc, il va falloir un véhicule, un transporteur. Dans le cas des vaccins ARN de Pfizer, BioNTech ou Moderna, c'est une petite capsule de graisse dans laquelle est emprisonné l'ARN, et ça va permettre de délivrer cet ARN dans nos cellules. Dans le cas d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson, on utilise les propriétés naturelles d'un virus, dont le rôle est justement d'aller
injecter du matériel génétique dans les cellules. Sauf que là, ils ont choisi un adénovirus de chimpanzé. Alors le but n'est quand même pas, même si c'est pas un virus très méchant, de donner la maladie provoquée par cet adénovirus. Donc cet adénovirus, il n'est non pas inactivé, parce que s'il était inactivé, il ne pourrait pas délivrer le matériel génétique. Or c'est ce qu'on veut. Donc on va simplement le désarmer, c'est-à-dire le rendre inopérant. D'accord ? Et donc à ce moment-là, rendre inoffensif. Pas inopérant, mais inoffensif, pardon. Et à ce moment-là, pour le rendre inoffensif, on lui enlève une partie de son matériel génétique à lui, qui est responsable de sa virulence, et on le remplace par celui de SARS-CoV-2 qu'on veut faire rentrer dans nos cellules. Alors le problème, c'est que même s'il est rendu inoffensif, cet adénovirus qu'on utilise comme un vecteur, comme un outil pour délivrer le matériel génétique vaccinal, il n'est pas neutre vis-à-vis de notre système immunitaire. Et donc, effectivement, il peut y avoir des réactions immunitaires exacerbées, il peut y avoir un certain nombre, ce qu'on appelle de l'immunotoxicité, provoquée par le vecteur lui-même, comme cela a déjà été vu dans d'autres contextes, que ce soit de la thérapie génique ou de l'immunothérapie, qui sont des stratégies cliniques qui utilisent également des vecteurs viraux pour délivrer du matériel génétique dans les cellules du patient. Un bisou d'abord. Même si on est totalement acquis à la cause animale, on a cet égoïsme naturel qui fait qu'on veut sauver sa vie. Et que quand c'est ma vie qui est en danger, eh bien, ma vie passera toujours avant. C'est instinctif. C'est une sorte d'instinct de survie. Donc si ma vie était menacée, si j'étais malade, si j'avais une maladie mortelle et que je doive prendre un médicament testé sur les animaux, je préférerais évidemment que ce médicament ne soit pas testé sur des animaux. Et je milite contre l'expérimentation animale et je souhaite qu'à l'avenir, les médicaments ne soient pas testés sur les animaux. Mais si, en l'état actuel des choses, le seul médicament qui peut me sauver, c'est un médicament testé sur les animaux, peut-être que, avec beaucoup de mauvaise conscience et de tristesse, je l'accepterai. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un médicament. On est en train de parler d'un vaccin, c'est-à-dire d'une méthode de précaution pour prévenir une maladie. Et une maladie qui ne tue que 0,035% des gens qui l'attrapent. Donc là, si j'utilisais ce vaccin, là, je n'aurais aucune excuse. Je n'aurais pas l'excuse de l'instinct de survie, de me dire, oui, c'est ma vie d'abord, c'est ma survie d'abord. Non, je n'ai pas cette excuse. Pour moi, j'ai aussi peu d'excuses à utiliser ce vaccin testé sur les animaux que d'utiliser des cosmétiques testés sur des animaux. Les cosmétiques, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. Alors oui, je me maquille, mais ce sont des produits qui ne sont pas testés sur des animaux. S'il n'y avait que des produits testés sur les animaux, je ne me maquillerais pas, parce que ce n'est pas un problème, ce n'est pas essentiel. Donc, un produit qui est un vaccin, qui n'est qu'une précaution, et une précaution contre une maladie que j'ai toutes les chances de ne pas réattraper, puisque je l'ai déjà eu, et qui, si je l'attrape, a toutes les chances de ne pas me tuer, parce que mon corps va réagir, va avoir des défenses immunitaires naturelles, d'autant plus vives que j'ai une alimentation saine. Donc si j'utilisais ce vaccin quand même, pour moi, je serais en contradiction avec mes idées véganes. Et j'ai été étonnée de voir sur des sites des véganes défendre leur vaccination, essayer de se justifier de s'être fait vacciner en reproduisant, en partageant un article qui me paraît émaner du gouvernement, enfin en tout cas d'une propagande officielle, disant que finalement les animaux qui ont été tués pour expérimenter le vaccin, de toute façon ils sont morts, ils sont déjà morts, donc on ne peut plus rien pour eux. Donc c'est pas grave d'utiliser le vaccin parce qu'on ne peut pas ressusciter ces animaux, donc autant utiliser le vaccin. Je ne comprends pas qu'un vegan puisse accepter ce genre d'argument. Parce que si on va par là, les animaux qui se balancent en boucherie, qui sont sur les étals du boucher, ils sont déjà morts. Donc autant les manger à ce moment-là, si on suit cette logique.
Bien sûr qu'on a déjà des différences entre les humains, alors ça peut paraître assez saugrenu de faire des tests sur une espèce qui n'a rien à voir avec l'humain. Simplement, les tests qui sont faits sur l'animal sont des tests pour détecter d'éventuels graves problèmes aigus, par exemple. Et si ces problèmes se manifestent sur le rat, on ne prendra pas le risque d'aller le faire chez l'humain. Si en revanche, il n'y a pas de problème particulier chez le rat, alors on va le faire chez l'humain. Et cette diversité au sein des humains, c'est justement le test de phase 3. C'est-à-dire que le test de phase 3, on le fait sur des gros effectifs qui permettent justement de ce qu'on appelle des cohortes d'individus, avec un groupe d'individus contrôle qu'on appelle placebo, c'est-à-dire qui reçoit quelque chose qui n'est pas le vaccin, et puis un groupe qui reçoit effectivement le vaccin ou le médicament à tester. Et dans cette cohorte d'individus, il y a de la diversité. Et donc, c'est justement le but de ces tests de phase 3 permet de voir les différents types de réponses que l'on peut avoir en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de toute autre diversité au sein de la population humaine. Donc, c'est le but des tests de phase 3 de faire ça. Dans ce que je vois dans mon centre hospitalier, c'est-à-dire que je vois peu de patients hospitalisés pour forme grave de Covid. Par contre, ce que je vois de façon hebdomadaire, pour ne pas dire quotidienne, c'est des patients hospitalisés pour des effets indésirables de la vaccination. Une vaccination qui ne semble pas protégée puisque certains patients hospitalisés actuellement pour forme grave de Covid ont été vaccinés. Et les 2 patients qui viennent de décéder dans mon établissement, malheureusement, étaient des personnes de 90 ans avec comorbidité et qui avaient été vaccinées. Cette vaccination, je m'interroge, par ce que je vois avec mes propres yeux, les patients hospitalisés suite à des complications de la vaccination ont des complications graves qui parfois ont pu mettre en jeu le pronostic vital, ou en tout cas certains gardent un handicap fonctionnel pour l'instant. Il s'agissait assez souvent de sujets jeunes, 20, 30 ans, aucun antécédent auparavant. Et donc c'est mon devoir en tant que médecin, car je reste médecin malgré tout, de témoigner de ce que je constate. Quels sont les bénéfices de ce vaccin ou de ces vaccins? C'est le bénéfice de tous les vaccins, c'est de protéger contre une maladie, c'est d'entraîner notre organisme, le doter des armes qui vont permettre de neutraliser l'agent infectieux en question. Voilà, maintenant, après, parmi les vaccins, il y a certains qui présentent certains avantages, d'autres présentent des inconvénients, et d'ailleurs souvent les avantages des uns, c'est les inconvénients des autres. Et ici, le problème, c'est que peut-être que ces vaccins s'avéreront être la panacée dans quelques années, je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer, ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas, ce sont les craintes qu'on doit se poser aujourd'hui, parce que lorsque quelqu'un nous dit que tout va bien, on ne lui demande jamais de prouver que tout va bien, mais lorsque quelqu'un a des craintes sur un vaccin, eh bien, on lui demande de prouver la véracité de ce qu'il avance. Et c'est cette inversion de la charge de la preuve qui est à l'origine de tous les scandales sanitaires qui sont arrivés le siècle dernier et au début de ce siècle, et on n'en tire aucune leçon. On a menti, on ment encore. En fin de compte, qu'est-ce qu'on va croire? Un chef d'État qui nous promet des choses et que c'est tout le contraire? Un chef d'État qui nous disait qu'on n'avait pas besoin de porter de masque, qui serait inutile? Une ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui disait que non, l'épidémie était bien loin de nous et qu'il était à Taïwan. Qui croire? Et pourquoi les croire? Puisqu'aujourd'hui, on arrive au résultat où ça continue, en fait. Les scientifiques, mais ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent. La politique d'aujourd'hui fait que les scientifiques sont muselés aussi. Je pense qu'il y a une grande masse silencieuse qui ne veut pas prendre position parce que, d'abord, c'est pas le meilleur moyen de faire carrière. Il faut bien le reconnaître. J'ai déjà connu ça dans notre temps avec les prises de position pour alerter sur des risques potentiels sur les OGM, etc. Moi, je discutais souvent avec des collègues qui, en aparté, étaient tout à fait d'accord avec les risques mis en avant, les questions, les soulèvements, les questions qui étaient soulevées, mais qui n'étaient pas prêts à en parler publiquement, parce que voilà, c'est vrai que si on veut s'attirer des ennuis, il n'y a pas mieux auprès de l'institution. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la fermer pour cette raison-là. Et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de voir que très peu de scientifiques et très peu de médecins dénonce l'absurdité du pass sanitaire. Je ne parle pas de la question, des questions, disons, d'ordre
politiques, qui sont la question de la discrimination et les aspects liberticides de ce pass. Mais uniquement sur le plan scientifique. Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de scientifiques et de médecins à dénoncer cette absurdité du pass sur le plan scientifique, puisque dès lors qu'on donne le pass sur la base de la vaccination, c'est stupide, puisque personne ne peut affirmer que les vaccinés ne sont pas porteurs. Et d'ailleurs, on sait que les vaccinés, il faut qu'ils continuent à porter le masque, continuent à respecter les distances. Ça veut donc bien dire que le vaccin ne protège pas de la transmission, ne protège pas de la contagion. Et l'OMS lui-même recommande, ou l'OMS elle-même, l'Organisation mondiale de la santé, recommande elle-même le port du masque et le respect des gestes barrières pour les vaccinés. Et on sait aujourd'hui que bon nombre de vaccinés ont développé un Covid post-vaccinal. Donc ça n'empêche pas ces personnes d'être porteuses. Donc moi, si on me dit vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller sur la terrasse d'un restaurant, ben moi je demande qu'on me prouve que les vaccinés qui sont sur la terrasse ne sont pas porteurs. C'est totalement stupide et il n'y a personne pour le dénoncer. Nos cellules possèdent des éléments génétiques mobiles appelés rétrotransposons, dont certains possèdent l'activité de transcriptase inverse qui permet la copie de l'ARN viral en ADN viral, puis l'insertion dans le chromosome, enfin le ou les chromosomes, un de nos chromosomes. Ça a été démontré non seulement sur des cellules humaines en culture, mais également dans des tissus de patients infectés. Alors bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. Si l'ARN viral peut être rétrotranscrit et son ADN viral intégré dans nos chromosomes, alors l'ARN de la protéine S de Pfizer, qui est beaucoup plus court, a fortiori, doit pouvoir également s'intégrer. Mais là, on n'en a pas la preuve, tout simplement parce que ce n'est pas recherché. Mais la possibilité ne peut pas être écartée. En tout cas, ceci peut poser de graves problèmes, notamment des maladies auto-immunes subséquentes. En effet, si une personne qui a contracté la maladie et chez laquelle précisément il y a eu insertion de l'ADN viral après rétrotranscription dans ces tissus, ce qui est démontré et publié. Il y a également production d'ARN viral et donc de protéines virales, ça aussi ça a été démontré, et entre autres la protéine de surface, la protéine S. Et bien entendu, si ensuite cette personne est vaccinée, elle va produire des anticorps contre cette protéine S, et donc elle va attaquer les cellules à la surface de laquelle cette protéine S a été produite et se retrouve exprimée. Dès lors qu'on introduit de l'ADN viral dans nos cellules, on ne peut pas exclure le fait qu'une partie de cet ADN aille s'insérer dans nos chromosomes. Ça ne peut pas être exclu. Ça reste, alors je pense là au vaccin de type AstraZeneca ou Johnson & Johnson, où il s'agit d'un vaccin à ADN, c'est-à-dire ce qu'on introduit dans nos cellules, c'est une copie ADN de l'ARN de SARS-CoV-2 qui permet de fabriquer la protéine Spike. Quand on nous dit que ça ne peut pas aller s'insérer, je parle bien là des virus à ADN, hein, l'ARN ne peut pas s'insérer en tant que tel dans l'ADN, mais l'ADN, oui. L'ADN peut s'insérer dans de l'ADN. Et en fait, affirmer et balayer d'un revers de main que ce n'est pas possible que l'ADN vaccinal aille s'insérer dans notre propre ADN, bien sûr, ça, on ne peut pas l'affirmer. Quand on met de l'ADN dans des cellules, on fait ça, nous, couramment dans tous les laboratoires de génétique moléculaire, il y a toujours, avec des fréquences plus ou moins élevées, mais il y a toujours une part de cet ADN qui peut se retrouver dans l'ADN des cellules réceptrices. Et patron, vous êtes arrêté où, vous? Bah oui, bah moi je suis encore là, moi je suis là, moi je suis là, moi.
On nous disait allez travailler, peu importe les moyens qu'on avait en main, que ce soit le matériel, les moyens humains, on ne se posait pas la question. Et là maintenant, on est en train de nous reprocher qu'en gros, ce serait nous qui véhiculons le virus. C'est important, parce que nous aussi, les auxiliaires de vie, on était pareil. On était en train de prier pour avoir un masque offert une journée. Oui, mais que ça passe pas, on est démissionnaires nous, hein. On n'a plus de boulot nous. Je travaille 18 ans en réanimation au SMUR, maintenant je travaille en laboratoire. Donc tous les jours depuis le début, je fais des PCR. Pendant presque 6 mois, on nous a même pas fourni un masque pour faire les PCR. On n'avait pas de gel hydroalcoolique, pas de décontamination de surface, rien du tout. Nous, on allait acheter avec nos propres deniers, nous employés, tout le matériel pour protéger nos patients et nous protéger. Et là maintenant, on fait passer le message que c'est nous les soignants qui contaminons nos patients parce qu'on refuse la vaccination qu'on nous propose. Moi, c'est Brigitte, je suis auxiliaire de vie et je suis fière. Ça fait des années que je fais ce boulot. Et là, aujourd'hui, on nous a remerciés en nous disant vous n'allez plus au boulot, tu vois. Et là, je suis en arrêt de maladie pour dire je démissionne pas. Je suis en arrêt de maladie pour ça. Et même le médecin, tout le monde nous dit qu'il faut vous faire vacciner pour garder votre boulot. Parce que les médecins, ils sont Et au premier combat, on y a été même sans masque, sans rien du tout. Comme je lui disais, on les a achetés nos masques. Parce que le patron nous les fournissait même pas. Les masques. Voilà, ils nous en donnaient. Le gel hydroalcoolique. Voilà. Tu vois, et on y allait au domicile, hein. C'est grave, et les gens qui se faisaient chier, qui n'avaient même pas mangé chez eux, nous on y a été au combat. On n'avait pas le droit de rester chez nous, on y a été au combat. Il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, même à pied on y allait leur donner à manger. Ah bah c'est clair, parce que ah ouais, en plus on a eu des grèves de transport juste avant que ça commence. Ouais, on y a été à pied. À pied au boulot, faut pas le croire, hein. On assiste à une défiance envers les médias, envers les politiques, envers également les scientifiques. Bien, elle est tout à fait normale cette défiance. C'est tout à fait logique puisque on a affaire à notamment des journalistes qui nous cachent, qui nous disent pas la vérité. Je veux dire, quand on va voir quand il y a des gens qui font bien leur boulot, hein, comme je pense à des sociologues comme Laurent Mukeli et d'autres, qui vont aux sources. Je pense à mon collègue Jean-Paul Bourdineau, qui vont étudier les sources précisément pour voir quels sont le nombre de morts, quel est le nombre de morts, quel est le nombre de contaminés par tel variant, etc. Les chiffres sourcés n'ont rien à voir avec ceux qui nous sont transmis par les médias. Donc forcément, il y a une défiance, il y a une perte de confiance qui va jusqu'à la défiance. Alors, les chiffres des médias qui sont annoncés par les médias ne correspondent pas du tout à ce qui se passe dans les services. Tout d'abord parce que c'est des médias politiques, pour moi. Forcément, on grossit les chiffres afin de faire peur à la population, aux citoyens, et qu'ils soient amenés à aller se faire vacciner pour penser ne pas attraper le Covid et être quelque part à l'abri. C'est quoi la liberté?
il n'y a plus la liberté. On les comprend comme aujourd'hui, comme on perd quelqu'un cher, on aimait. Là, on vraiment comprend les valeurs des choses. Depuis l'allocution de M. Macron, on a compris qu'il n'y a plus 5e République, donc il n'y a pas liberté, égalité, fraternité, il n'y en a plus. Liberté, vérité, liberté, vérité. C'est liberté, vérité, et que pourquoi ça s'adresse spécifiquement au président et aux médias. Ça, je crois que ça s'explique très bien. Bon, liberté parce que tout simplement les mesures sont des mesures clairement liberticides et qui n'ont même pas de fondement scientifique. On pourrait accepter de renoncer à des libertés s'il y avait une véritable raison scientifique. Et vérité parce qu'on est dans l'opacité la plus totale. On sent bien qu'on nous cache des choses. On ne nous dit pas tout sur les vaccins, pourquoi certains ont été autorisés très vite, pourquoi d'autres d'une ancienne technologie ne le sont pas. On ne nous dit pas tout sur les potentiels effets secondaires. Donc, non pas que je suis en train de dire qu'il y a des choses dangereuses qu'on nous dit pas, mais on nous dit pas tout, c'est clair. Donc il y a un manque de transparence. Et pourquoi? Donc ça s'adresse au président, ben oui, puisqu'il porte tout, encore une fois, quand il pleut, le sol est mouillé, il porte tout seul. Il dit « j'ai décidé de », il dit pas après consultation avec les partenaires sociaux, avec les représentants politiques, avec les scientifiques, nous avons pensé qu'il était opportun de... Non, il dit « j'ai décidé de ». C'est totalement arbitraire. Donc évidemment, le retour de bâton, c'est que ça s'adresse à lui. Et pourquoi les médias? Ben parce que les médias, normalement, exercent un contre-pouvoir. Or, on n'a jamais assisté à un tel ton monocorde de la part de tous les médias, qui balayent d'un revers de main tout esprit critique et toute personne qui apporte la moindre contradiction, même si celle-ci est parfaitement sourcée sur le plan scientifique. Donc, évidemment, le retour de bâton est là, ça s'adresse à Macron et ça s'adresse aux médias, parce que l'un veut tout porter tout seul et les autres ne font pas leur boulot. On a été au front et on nous a dit merci. Et à la 4e vague, on nous demande de nous licencier si on ne se vaccine pas. Il n'y a pas un problème. Ces mêmes personnes-là qui étaient en télétravail, qui étaient au chaud, nous on a eu peur pour nous, pour nos patients, pour nos familles. Et ça on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. On a la rage. Beaucoup vont démissionner. Et le désavantage de notre métier aussi, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants. Si on leur supprime un salaire, elles sont dans la merde. Pourquoi ils nous font ça en fait? C'est comme ça qu'on nous remercie. On n'a pas de pouvoir de nuisance. Les pompiers n'ont pas de pouvoir de nuisance. Les gendarmes à côté de nous n'ont pas de pouvoir de nuisance. Les policiers, eux, ont un pouvoir de nuisance. Les syndicats sont forts. Les routiers ont un pouvoir de nuisance. Et à eux, on ne fait rien. Elle est là, l'illégalité, l'injustice qu'on parle. Soit on est tous pareils et on se bat tous ensemble, soit c'est personne. Mais là, on fait des catégories de gens, on prend les plus faibles. Les soignants qui ne sont pas vaccinés devront être suspendus par la direction pour, donc, qui dit suspension de poste dit pas de salaire, donc impossibilité de travailler alors qu'on est au service du public. Ça va engendrer bien évidemment des conflits certainement dans les foyers puisqu'il y aura un revenu en moins, donc c'est pas avec la crise actuelle qu'on peut se permettre de ne pas travailler. Le Covid a touché dans les quartiers peut-être défavorisés par moyens, conditions aussi de vie. Parce que dans les quartiers, n'empêche, on a les travailleurs, on a les ouvriers. Ici, on a Renault à côté. Renault a fait la ville qu'est aujourd'hui les Mureaux et tout le bassin du Vexin. Elle emploie 6 000 avec les sous-traitants, 6 000 ouvriers. Ces ouvriers se trouvent dans les quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, eh ben, on a des vies, on a des petits salaires. On n'a pas des gros salaires. Parfois, pas de couverture sociale. Peut-être pas de mutuelle. On en rencontre à l'hôpital. On ne va pas faire les hypocrites. On a des gens qui refusent de venir se soigner parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale. Et parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On a voulu faire payer quand même, je pense que c'était 17 € cette loi, des gens qui venaient aux urgences, que s'ils n'étaient pas hospitalisés suite à cette venue aux urgences, les gens devaient payer, en plus de leur poche, 17 €. Combien de gens se sont résignés d'aller à l'hôpital
pour rester chez eux parce qu'ils n'avaient pas ces 17 €. Donc certes, nous ne mangeons pas ce que mange Macron. Nous ne mangeons pas ce que mange Véran. Nous ne voyageons pas non plus où ils vont. Mais en tout cas, une chose est sûre. Certes, on n'est plus exposé, cette population. Hein, on n'est plus exposé, mais en tout cas, une chose est sûre. C'est que là, dans notre cœur, on a ce qu'ils n'auront jamais. Et ça, c'est une chose qui est sûre. C'est qu'on est riche de l'intérieur. Eux riches à l'extérieur, mais nous, on est riches de l'intérieur. Voilà. Ça touche tout le monde, la Covid. Le virus, lui, ne fait pas de sélection de classe. Par contre, qui est victime de la Covid? Quand on nous dit que le virus est tueur, ce n'est pas vrai. Si c'était un virus tueur, on aurait une autre hécatombe que celle que l'on a aujourd'hui. Non, ce n'est pas un virus tueur. C'est un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Et qui sont les gens fragiles? Les gens fragiles sont essentiellement beaucoup plus représentés dans les classes populaires que dans les classes aisées. Pourquoi? Parce que les gens fragiles, c'est les gens qui sont victimes de maladies chroniques. C'est quoi les maladies chroniques? C'est les maladies cardiovasculaires, c'est les maladies, c'est le diabète de type 2, c'est l'obésité, etc., etc. Et toutes ces maladies sont provoquées par des facteurs environnementaux. Alors c'est large les facteurs environnementaux, mais parmi ces facteurs environnementaux, il y a notamment toutes les pollutions. Évidemment, ceux qui ont les moyens de s'affranchir de ces pollutions dans leur nourriture, c'est-à-dire de manger des produits qui ne sont pas contaminés par des pesticides, par des perturbateurs endocriniens, très bien. Ceux qui n'ont pas les moyens n'ont pas le choix. Donc, de fait, comme les victimes du Covid sont en fait les victimes d'une autre pandémie silencieuse, qui est celle des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies environnementales, et que ces maladies environnementales ne sont pas réparties de manière équivalente dans toutes les classes de la société, on a de fait des victimes de la Covid qui ne sont pas non plus les mêmes, enfin pas représentées de la même manière dans les différentes classes de la société. Être un professionnel de santé, pour moi, c'est prendre soin des autres, c'est être bienveillant, avoir un savoir-être, un savoir-faire, un savoir qui s'acquiert au cours d'années, qui est précieux. Et c'est travailler avec déontologie et humanité. Être professionnel de la santé, pour moi, c'est être au service des gens, des patients, de leur apporter du réconfort, des soins appropriés à leur état. Et c'est surtout être disponible pour l'hôpital public, mais maintenant je me pose des questions par rapport à la fonction d'un soignant ou d'un professionnel de santé, quel qu'il soit, de son rôle au niveau de la société et l'image que le gouvernement renvoie actuellement de ces professionnels. Moi je trouve que les soignants ont eu plus de bon sens que les cadres et les gens qui sont très éloignés. Et de toute façon c'est toujours comme ça. On ne nous demande pas notre avis alors que nous on est dans le truc, on a des idées, on sait ce qu'il faudrait faire. Et au lieu d'allier nos intelligences et de nous interroger, en général on décide à notre place, tout comme fait Macron. Je suis dégoûtée de ne plus pouvoir aller travailler. Enfin moi c'est mon métier, c'est ma passion, moi j'aime les gens. Et de me dire que là je suis quelqu'un qui met en danger, mais c'est juste n'importe quoi, c'est pas possible. Je peux pas l'entendre, je ne peux pas l'entendre. On a des fermetures de services, on ferme des lits, on n'embauche pas de personnel soignant, on n'a pas de passage, on n'est pas surbooké de patients Covid. On a plus, c'est l'été, les gens boivent, il y a une détresse, des dépressions. Voilà, en fin de compte, on reçoit plus la misère humaine que de patients atteints de Covid. On a des gens qui en plein été sont séparés de leurs enfants. Il y a un divorce, une perte d'emploi. Et la perte d'emploi parfois liée à la crise sanitaire. Qui aujourd'hui boit pour noyer son chagrin. On a des femmes battues parce qu'elles se sont retrouvées confinées avec leur époux ou alors un homme confiné avec son épouse
24/24. Aujourd'hui, on a la détresse humaine. Voilà, et les conditions ne se sont pas améliorées. C'est que de l'hypocrisie de dire qu'on a de meilleures conditions de travail. On s'épuise plus par la charge de travail, mais non pas par la charge de travail de patients Covid. Je tiens à préciser qu'on n'est pas submergé de Covid. Et êtes-nous vraiment, est-ce que nous sommes en état d'urgence? Non. Est-ce qu'on a besoin de déployer le plan blanc? Non. On avait des patients quand même qui étaient atteints de maladies telles que le cancer, qui sont décédés de Covid, parce qu'ils ont contracté le Covid dans le service, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on a fait des clusters. Alors, si aujourd'hui il y a des clusters et des maladies nosocomiales, c'est parce qu'on fait balader les soignants pour aller reboucher les trous dans les autres services. On est amené à travailler parfois dans 2 services, mais avec le seul même salaire. Alors, je vous laisse faire la déduction. Les conditions ne se sont pas améliorées et on ne peut pas dire que là, en tout cas, l'évaluation du mois d'août, parce que mes collègues de tous les services nous le disent, on n'a pas plus de patients Covid. Alors, le 15 septembre, ce qui se passe ou ce qui doit se passer, c'est une mobilisation colossale de tous les acteurs de la société autour de nos personnels soignants pour les protéger, pour les défendre et refuser qu'ils soient licenciés au prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Il faut mettre un cran d'arrêt à tout ce processus délétère qui gangrène notre société. Donc, moi, j'appelle de mes vœux, et c'est le citoyen qui parle, le citoyen universitaire, j'appelle de mes vœux la mobilisation la plus forte, la plus lourde autour de tous nos personnels soignants. Arrêtons de les applaudir, venons les soutenir. J'ai été convoquée par ma direction il y a 48 heures et qui m'annonce que si je ne fais pas ma première injection de vaccin anti-Covid au 14 septembre, je suis suspendue de mes fonctions. Donc c'est une décision qui est très violente à entendre et qui me met dans une impasse quelque part, mais je résisterai quand même. C'est-à-dire que suspension de poste, en tant que médecin, je ne peux même pas exercer la médecine libérale, exercer ailleurs en fait ma profession. Je n'ai pas le droit aux indemnités chômage habituelles. Je ne peux pas, d'après ce que m'a dit ma direction, utiliser mon compte épargne-temps et je ne peux pas me mettre en arrêt maladie, quel que soit le motif, car mon poste est suspendu, donc je n'existe pas pour la société. Donc c'est très violent à la fois financièrement, mais aussi psychologiquement. On me fait dire que je fais prendre un risque pour mes patients si je viens à l'hôpital sans être vaccinée, bien que je porte le masque et que je me désinfecte les mains et que je respecte la procédure d'hygiène. Je suis choquée car je suis médecin et comme tout médecin, je veux la santé de mes patients, je veux et leur sécurité. Ça va très mal se passer le 15 septembre parce que qu'on soit vacciné ou pas, de toute façon ce principe est absolument excessif et il est totalement illégitime. Donc ça se passera mal, ça je peux vous le dire sans aucun doute. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il va se passer dans les hôpitaux des choses qui seront sans précédent, qui seront à la hauteur de cette loi qui est absolument sans précédent, une loi liberticide à ce point. Je suis désolé, mais c'est du jamais vu dans l'histoire de France récente. Moi, je suis optimiste. Quand je vois tout ce monde qui est alors qu'on est en vacances, je suis vraiment optimiste. Le 15 septembre, si je ne suis pas vacciné, je pourrais être envoyé chez moi jusqu'à temps que je me vaccine et je ne serai pas payé. Donc, voilà mon choix. Non, non. L'obligation qu'on me force. Au 15 septembre, tout sera arrangé. J'ai 56 ans quand même, c'est compliqué de changer de boulot à mon âge, mais bon... Au 15 septembre, je n'aurai plus de travail puisque je refuse ce pass sanitaire, aussi bien pour les soignants que pour les patients qui doivent se présenter à l'hôpital. Ma santé, c'est la première chose pour moi la plus importante. Voilà, c'est ma santé. Donc je m'en vais. Aujourd'hui, je peux le dire encore, je suis infirmière. Mais d'ici quelques semaines ou quelques jours, je n'aurai plus le droit d'exercer ce métier que j'aime tant. Parce qu'une élite a décidé que je ne rentrais pas dans les clous
et donc m'interdit d'exercer ce métier. Actuellement, je suis titulaire d'un cabinet d'infirmière, donc libéral. Nous sommes 3, donc j'ai 2 collaboratrices qui, elles non plus, ne sont pas vaccinées, ne veulent pas se faire vacciner. الحرية زعما على كل شيء، على مثلا بحالي دابا ما نقدرش على الوراق و زعما انا ما عنديش الحريه، فهمتي؟ بزاف حيتاش ما عنديش الوراق و بلوس على تاع الفاكسان ما نقدرش ما نديرهاش، ضروري خاصني نديرها، حيت الا ما درتهاش ما نقدرش نخرج، ما نقدرش ندير شي حاجه. La liberté, pour moi, c'est ma plus grande richesse avec mon temps. C'est faire ce qui nous construit et ce qui nous épanouit, sans restriction, tant que ça fait du mal à personne. On n'a pas encore eu, et peut-être plus tard, mais pas pour le moment. On n'a pas de liberté pour le moment. La liberté, c'est pouvoir avoir le choix de décision, de pouvoir être maître de son corps et de savoir surtout si on veut être vacciné ou pas vacciné. On est libre de ce choix-là, qui est un choix individuel, personnel, qui n'a pas à être jugé. Et on est chacun maître de son corps et de sa vie. Et personne ne peut nous enlever ça, en fait. On peut être libre de rentrer dans un hôpital comme on le veut, dans un restaurant. Pour moi, c'est ça la liberté et un des piliers de la démocratie. On est en train de nous l'enlever. Il faut espérer qu'on puisse garder la liberté d'esprit, c'est-à-dire de penser, de raisonnement, de réfléchir, que notre raisonnement soit valable ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Mais c'est cette liberté-là, la liberté aussi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler librement. Et je me trouve dans une situation actuellement en tant que médecin où ma direction, c'est compliqué. Et entre ce que je vois, ce que j'observe, ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, je me sens privée de liberté. Et je pense qu'on prive les individus, les citoyens de liberté et les patients. On peut pas avoir de l'espoir de connaître la liberté. L'espoir, y a ma mère qui l'a. Non, moi je suis libre. Ouais. C'est toi qui te fais ta liberté, personne ne te fera ta liberté. Si toi-même tu n'es pas libre dans ta tête. Ok, comment t'expliques quand tu sors dehors que tu te fais contrôler 25 000 fois? La liberté, pour moi, c'est une capacité, que l'on utilise ou pas, de faire des choix. Et de faire des choix par soi-même, c'est-à-dire non pas de façon totalement indépendante, parce qu'on est forcément dépendant de toutes sortes de facteurs, que ce soit les facteurs éducatifs, familiaux, amicaux, enfin tout le contexte dans lequel on se trouve et qui a forcément une influence sur nous, mais faire des choix malgré ces influences, en privilégiant peut-être une influence plutôt qu'une autre, mais en dernière instance, c'est moi qui fais le choix. Quelles que soient les influences que j'ai pu subir, c'est moi qui fais le choix, qui prend ma décision. C'est ça, être libre. Mais cette capacité, on peut ne pas l'utiliser. Beaucoup de personnes n'utilisent pas cette capacité d'être libre, mais ils l'ont. On a tous cette possibilité de choisir, de dire non. Mais évidemment, dans le contexte actuel, c'est un choix qui va nous coûter de plus en plus cher. La liberté. La liberté. La liberté, on a tous une signification différente de la liberté. Et moi, ma liberté, elle est là. Ma liberté de femme, ma liberté de femme et de mère, ma liberté d'être humain. Libre de respirer, que bientôt peut-être l'air, ils vont nous le faire payer si on continue comme ça. Libre de dire, libre d'aimer, libre de regarder qui on veut et de prendre qui on veut dans nos bras. C'est ça la liberté. Parce que aujourd'hui, si ça continue comme ça, le care de prendre soin, de bienveillance, c'est aussi ça la liberté. Pour moi, c'est important. Être libre, c'est... Vous savez, là, vous me mettriez dans un champ avec des coquelicots ou des marguerites. Vous me verrez, je danse. Ça, c'est la liberté, la légèreté. Quand t'as le cœur, il est blanc, il est sincère, et que tu fais quelque chose avec le cœur. Parce que ce qu'on fait, c'est pas rien. En tant qu'être humain, mais en tant que soignant. On y met notre cœur.
ben on est léger. Léger parce qu'on est libre. Libre dans ta tête, libre dans ton cœur, libre d'agir. Et moi, tout ça, c'est libre. Je suis libre. Libre, je le dis, je le redis. Ma vie a fait que, par ma culture, on a voulu, quelque part, la femme, c'est tous dans la soumission. Mais non, j'ai gardé ma liberté parce que je ne fais rien de mal. J'ai un respect pour moi-même. Et j'ai un respect pour l'autre. Mais avant de respecter l'autre qu'on te respecte, donne-toi le respect. J'ai un respect pour ce que je représente et pour ce que je donne et ce que représente l'autre à mes yeux. Ça, c'est la liberté. La liberté ne veut pas dire avoir la même idée que l'autre ou la même façon de penser. Non, libre, c'est respecter l'autre et ses choix. Libre, c'est la divergence aussi et la culture de mélange, le social. La liberté, c'est bien sûr, elle doit s'opérer dans le respect, dans la limite du respect de la liberté d'autrui également. Et posé dans ce contexte particulier qui est celle de la crise sanitaire, ça a évidemment un sens tout à fait particulier. Parce qu'on peut dire je suis libre de ne pas me faire vacciner. C'est la liberté vaccinale, la liberté de soins, etc. Et on va nous dire, oui, mais c'est pas seulement un choix personnel, c'est un choix collectif. Parce qu'en refusant de vous faire vacciner, eh bien, vous ne contribuez pas à l'immunité collective et donc vous mettez l'ensemble de la population en danger. Et moi, je retourne la question en disant, est-ce que, en vaccinant tout le monde, ou est-ce qu'une frange de la population qui n'est pas à risque, en acceptant de se faire vacciner alors qu'elle n'est pas à risque, est-ce qu'elle ne met pas en danger l'ensemble de la population en favorisant l'émergence d'un éventuel variant qui aura le champ libre ? Donc, je peux renverser la question de la responsabilité collective. Donc voilà, parce que effectivement, on nous dit oui, les gens manifestent pour leur petite liberté, parce que voilà, ils sont contre le pass sanitaire, parce qu'ils veulent continuer à aller au restaurant sans être vaccinés, parce qu'ils veulent continuer à aller au cinéma, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des personnes souvent très altruistes d'ailleurs qui protestent, y compris les personnels de santé. Les personnels de santé qui manifestent, et il y en a, sont des gens altruistes. On ne peut pas accuser un personnel de santé de ne pas être altruiste. Et donc, et pourtant, ils prônent la liberté de se faire vacciner ou non. Et je dis à tous ceux qui considèrent que c'est un acte égoïste et que c'est une liberté uniquement à l'échelle de l'individu et pas à l'échelle de la collectivité, d'y regarder de plus près parce qu'on est peut-être exactement dans la situation inverse. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté de respirer, la liberté de vivre, la liberté de voir. Ma mère disait toujours, ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi, regarde celui qui est en dessous de toi. Et là on peut dire oui, malgré les conditions. Merci mon Dieu. Mes enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé, les gens autour de moi sont en bonne santé. Ça vaut des millions. Je suis peut-être pas riche financièrement, mais je suis riche de l'intérieur. Et ça, c'est une richesse que moi j'ai, que d'autres n'auront pas et ne me prendront pas. Ça, c'est la liberté aussi. Voilà. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et là on est fichés. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. Le pass autoritaire, on n'en veut pas. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. Le pass autoritaire, on n'en veut pas. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. Le pass autoritaire, on n'en veut pas. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.